Merci d'être ici présent. Donc, comme nous vous l'avons annoncé ce matin, malheureusement, Eric Orsena est souffrant, donc il ne nous rejoint pas. Mais voilà, ce qui est formidable dans ces rencontres de l'avenir, c'est que on est très nombreux et que nous sommes en capacité d'improviser des tables rondes. Et donc, nous allons garder le thème de l'avenir du monde, avec des gens que vous connaissez pour la plupart. Bon, Pierre Bentata, évidemment, qui est l'un des piliers des rencontres de l'avenir, présent à chaque édition. Fergan Aziari, que les Français commencent à connaître, parce qu'on le voit beaucoup en ce moment. Raphaël Doran, que les Français vont connaître ces prochaines années. On l'a déjà beaucoup vu sur les questions d'immigration et d'intégration. Il a publié un livre tout à fait remarquable sur ce sujet, qui a fait d'ailleurs l'objet d'un échange intelligent avec Jean-Luc Mélenchon. C'est vous dire vraiment c'est le talent de Raphaël. À mon avis, Olivier Babot, que tous les Français évidemment connaissent. Olivier, c'est toi qui commences. Oui, parce que tu viens de publier dans le Figaro, hier ou avant-hier, je ne sais plus, j'ai lu ça dans le train. C'était la semaine dernière. La semaine dernière, pardonne-moi. Tu as publié un article sur le métavers. Alors, ne partez pas, mais on est aux rencontres de l'avenir. On parle de l'avenir du monde. Le métavers, donc, est un... Comment dire ? C'est selon Facebook, enfin selon Meta, Facebook s'appelle Meta d'ailleurs par référence au métavers depuis quelques jours, c'est l'avenir de l'Internet, l'avenir du monde virtuel. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu disais de façon très synthétique, mais dans ce papier, parce que je trouve que cette histoire de métavers est absolument fascinante. À titre personnel, c'est la première fois qu'une technologie ne m'emballe pas complètement. Mais voilà, enfin, je voudrais t'entendre là-dessus, mais déjà, explique-nous ce que c'est que le métavers et fais-nous part de la réflexion que tu développais dans ton papier du Figaro. Oui, alors pour lancer la discussion, vous savez ce que disait Pierre Dac, la prévision est difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. Cela étant, il y a quand même des tendances qui se dessinent. Et parmi ces grandes tendances aujourd'hui, il y a celles qui sont dessinées par ces extraordinaires patrons entrepreneurs qui sont de l'autre côté de l'océan Atlantique, Elon Musk, évidemment, Mark Zuckerberg, etc. Chacun a annoncé qu'il allait essayer de briser, de dépasser une des nouvelles frontières, une des dernières frontières de l'humanité. Il y en a 3 aujourd'hui. La première, c'est la frontière de la planète qu'on habite. On est toujours limité à peu près, on fait des petits sauts de puce de temps en temps, mais enfin, globalement, la majeure partie de l'humanité, quasiment tout le monde, il est sur la planète Terre. L'idée, c'est un jour d'aller ailleurs. Première frontière. La deuxième, évidemment, c'est Mars, avec Elon Musk. La deuxième frontière, c'est la frontière de la condition humaine, avec l'idée que le transhumanisme va nous permettre de devenir différents de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, déterminés par nos conditions génétiques, nos limitations, etc. Et puis la troisième, c'est très intéressant, c'est la limite même du monde physique. Alors vous savez que la métaphysique d'Aristote s'appelle comme ça parce que l'éditeur, dans l'ordre des textes, il y avait la physique et puis il y avait un texte bizarre qui était après, qui venait donc après la physique, après la physis, après la nature. Et donc on a appelé ça métaphysique, ce qui vient après la physique, et donc c'est devenu la métaphysique, ce qui est après la nature. On ne sait pas trop bien comment l'appeler, c'est appelé quasiment de façon négative en fait. Alors ce que dit Zuckerberg, c'est que Facebook, qui était un trombi à l'origine, un trombinoscope très très évolué. Facebook, c'est fini, c'est complètement armoire. Maintenant, ça va être l'avenir, c'est le 3D. Enfin, la 3D, pardon. La 3D, c'est-à-dire qu'on va vous proposer un monde virtuel où on travaille même sur la capacité à reproduire le toucher. Vous allez pouvoir vivre complètement dans un monde différent qu'on va pouvoir donc créer avec nos propres règles. Il y aura on peut imaginer des villes, des rues, des magasins. Vous allez pouvoir interagir avec des gens. Naturellement, vous choisir le personnage que vous voulez. La question est qui va le contrôler, quelle sera la forme de démocratie, quelle sera la forme évidemment de censure, d'interdiction qu'il pourrait y avoir sur ces réseaux, quelle sera l'interaction avec le monde physique. C'est en tout cas totalement vertigineux. Alors déjà rappeler que peut-être que ça n'est que le fameux Second Life. Vous vous souvenez de Second Life? Donc c'est peut-être juste Second Life dopé aux stéroïdes. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça sera un pétard mouillé? Je ne sais pas. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, ils ont changé de nom. Et très clairement, pour lui, pour Zuckerberg, c'est l'avenir d'Internet et peut-être finalement l'avenir de l'humanité. Oui, de façon concrète, j'ai vu que, je crois que c'est la ville de Séoul qui investit énormément, ou la Corée du Sud, je ne sais plus si c'était la Corée du Sud ou la ville de Séoul, mais qui investit dans le méta... Alors qui investit pas directement, mais qui est en train de faire un conglomérat avec les
plus grandes entreprises sud-coréennes capables d'investir dans le métavers. Et je crois que la première implication, pour en parler au maire de Saint-Raphaël, c'est de faire de la démocratie participative dans le métavers, quoi. C'est-à-dire d'organiser tout un tas de réunions. Voilà. Donc en tout cas, bon, le gouvernement sud-coréen est très sérieux et très porté sur les technologies, donc s'il s'intéresse à ça, c'est que ça ne mérite sans doute pas que du mépris. Deuxième chose que je voulais dire, je lisais là une tribune de Jean-Michel Jarre dans le JDD. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais en fait Jean-Michel Jarre, pendant le confinement, il a fait un concert virtuel à Notre-Dame de Paris, en fait. Donc c'était un concert complètement virtuel que vous pouvez regarder sur YouTube. Et lui, du coup, s'intéresse beaucoup au métavers et il explique. Et vraiment, cette tribune est très intéressante. J'en partage pas les conclusions parce qu'il demande de l'investissement public, etc. Mais il explique que le métavers, enfin, ça a à peine commencé, qu'on est déjà dépendant en fait des infrastructures étrangères, asiatiques et américaines. Et d'ailleurs, je compte l'inviter l'année prochaine, du coup, parce que je trouve que c'est intéressant d'aborder ce sujet du métavers par la musique. Alors Raphaël, on en a parlé il y a quelques jours. Toi, tu es historien, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que du coup, tu m'as dit quelque chose que j'ai trouvé fascinant. Tu m'as dit le métavers, c'est enfin un moyen. C'est la machine. Ça peut être la machine à remonter le temps. Oui, absolument. En fait, effectivement, il y a un aspect, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le métavers comme technologie, comme façon de se plonger dans des mondes parallèles et virtuels. Ça peut faire un peu peur parce qu'on a l'impression que c'est les réseaux sociaux puissance 1000 avec tout ce qu'ils ont d'horrible qui peut être multiplié. Mais il y a aussi un aspect qui est assez exaltant aussi, c'est l'aspect nouvelle frontière dont parlait Olivier Babot, qui est qu'avec un dispositif de cette sorte-là, on peut aller visiter tous les mondes possibles, y compris, alors moi qui suis historien évidemment, c'est quelque chose qui me fait un peu fantasmer, des mondes passés. C'est-à-dire qu'on pourrait reconstituer, mais avec un degré d'immersion jamais vu jusqu'ici, des époques perdues, des périodes passées, et ça c'est quelque chose qui, entre 1000 exemples d'applications de réalité virtuelle, de métavers, pourrait être assez fascinant. Non mais tu peux expliquer donc concrètement, si par exemple on prend... peut-être certains d'entre vous ont vu Les Illusions perdues là, de Xavier Giannoli. Allez le voir, c'est vraiment un film magnifique. Je confirme. Ouais, tu l'as vu aussi. Et en fait, donc concrètement, on pourrait par exemple on pourrait aller beaucoup plus loin que le film en fait, et vraiment se promener avec donc des lunettes de réalité augmentée en fait. On pourrait se promener, mais un peu comme on veut, dans le Saint-Raphaël des Illusions perdues ou dans le Paris des Illusions perdues, c'est ça, mais avec une très grande véracité historique. En fait, aujourd'hui, ce qui empêche de faire ça, c'est le hardware dont on parlait tout à l'heure, notamment les casques de réalité virtuelle. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà essayé de mettre un casque de réalité virtuelle, mais c'est très inconfortable. Ça fait un peu mal à la tête au bout d'un moment. Même si la technologie reste impressionnante, on sait que c'est pas fait pour la vie de tous les jours, hein, clairement. Mais on ne sait jamais. Dans 10 ans, peut-être que la technologie sera beaucoup plus légère, beaucoup plus souple, beaucoup plus facile à utiliser. Et à partir du moment où c'est quelque chose qui devient aussi simple d'utilisation qu'une télé, enfin à peu près, là, on peut imaginer effectivement beaucoup de choses, et notamment des applications artistiques qui permettraient effectivement de prendre un roman de Balzac et puis de mettre l'utilisateur à l'intérieur et de faire évoluer le personnage à l'intérieur d'un monde qui serait quasiment impossible à distinguer de la réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que cette capacité en fait à créer des choses dans le virtuel, de plus en plus, effectivement, ce sont les Américains qui sont à la pointe de cette technologie-là et qui vont décidément vers ça. On voit avec Facebook, qui devient méta, mais c'est pas le cas justement de la Chine. C'était le sujet de la table ronde précédente. Et la Chine a l'air plutôt d'être assez sceptique avec ce genre de création de valeur. Alors, c'est à moduler, mais les Chinois depuis quelques mois, ont commencé un peu à démanteler certains de leurs géants des réseaux sociaux, du numérique, etc. Voire à mettre les dirigeants en résidence surveillée. Exactement. Pas trop. Exactement. Le fondateur d'Alibaba, il a disparu pendant un moment de la circulation. Bon, il est réapparu depuis, mais on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Et il y a des discours de Xi Jinping qui dit qu'il faut se rappeler que la vraie création de valeur, c'est l'industrie, la vraie, matérielle, physique, concrète, notamment parce qu'il pense aussi à l'industrie militaire, qui évidemment est premier plan pour la Chine. Et il voit avec suspicion tout ce qui concerne justement les expériences virtuelles, et en particulier les jeux vidéo qu'ils ont bannis. Enfin, les Chinois ont implanté une limitation du temps que peuvent passer les jeunes à jouer aux jeux vidéo chaque soir. Et donc, l'internet s'arrête si jamais le jeune passe un certain nombre d'heures passées aux jeux vidéo. Donc, on voit quand même deux tendances très différentes se distinguer entre les États-Unis et la Chine dans le rapport au monde réel ou au monde virtuel. Pierre, ton premier livre était un livre sur les jeunes. Ça va permettre de faire le lien avec l'ouverture de la table ronde de ce matin. Dans quelle mesure des innovations comme le métavers modifient la façon dont les jeunes vont entrer sur le marché du travail? Est-ce que ça va... Alors, la réponse est dans la question, mais est-ce que ça va modifier considérablement le fonctionnement du marché du travail? Est-ce que c'est un danger pour l'emploi? Comment tu vois les choses?
Sur le marché du travail, en particulier, je sais pas. Sur les jeunes en particulier, je sais pas. Mais d'une façon très générale, ça transforme complètement le fonctionnement d'une société. Ce matin, il y a eu toute une table ronde sur le fait que la vraie problématique des jeunes, finalement, c'est une quête de sens aujourd'hui. Oui, absolument. Et ça se comprend parfaitement. C'est pas une génération qui a un problème. C'est pas des gens qui sont pourri gâtés. Ils vivent dans une période que nous, on peut pas comprendre quand on est né globalement. Allez, je caricature, mais quand vous êtes né avant 1989, vous avez quand même un sentiment de ce que c'est qu'une société, ce que c'est qu'un combat idéologique, des choses qui vous rapprochent et qui font corps, qui créent un mythe commun. Quand vous êtes né après, il n'y a plus rien. On est dans une société où le triomphe de la société, c'est aussi notre fardeau. C'est un individualisme total qui est fait pour que les gens s'émancipent, qui est fait pour le bonheur individuel, mais on s'aperçoit que le bonheur individuel, c'est pas suffisant pour cimenter une société. Et alors quand on arrive dans un monde où le métavers devient possible, et où du coup vous pouvez non plus suivre votre bonheur individuel, mais vivre une vie dans un monde qui est complètement choisi, un monde que vous avez à la limite fantasmé, vous risquez de vous enfermer encore plus dans une bulle qui est uniquement la vôtre et vous séparer des autres. Et donc en termes de cohésion sociale, il y a une vraie question qui n'est pas la même d'ailleurs, on le voit, c'est pas vécu de la même façon ici, où on le vit avec crainte qu'aux États-Unis, mais pour une raison qui se comprend. Le mythe commun des Américains, c'est encore une civilisation qui est suffisamment jeune et qui a encore la croyance dans sa propre puissance, et donc qui essaye, c'est ce que disait Olivier, qui essaye encore de progresser. Et son mythe, c'est devenir immortel, quitter la Terre, et donc trouver un moyen, une sorte de don d'ubiquité grâce au métaverse. Mais quand nous, on le subit, on le vit pas exactement de la même façon, et on n'a pas exactement la même culture. Donc dans nos sociétés, c'est quelque chose qui est potentiellement inquiétant, potentiellement dangereux, et qui transforme nécessairement nos relations. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut le refuser, mais je partage par contre ton inquiétude. Ces développements technologiques-là, ils nous contraignent à repenser un mythe commun ou une façon commune de vivre, et pour l'instant, on n'a pas de réponse. Donc si j'étais jeune maintenant, je serais plutôt inquiet, et je comprends pourquoi on a une sorte de crainte ou de jeunes qui refusent une partie de la technologie aujourd'hui. Parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose ici qui est en même temps plein de promesses, mais qui fait vraiment vaciller les fondements de nos sociétés. Ouais. Fergane, je te passe la parole dans quelques instants, mais juste Olivier, il semblerait qu'on ait déjà pris du retard en Europe sur cette question des investissements dans le métavers. Est-ce qu'il faut, quelle doit être la forme de l'action publique? Est-ce qu'il faut, moi je crois honnêtement, mais est-ce qu'il faut essayer quand même de rattraper un peu ce petit retard qu'on a pris tant qu'il n'est pas trop important? Et est-ce que nous libéraux on doit se résoudre à demander à l'État de mettre un peu d'argent d'une façon ou d'une autre dans ce type de filière, ou est-ce qu'on laisse faire en se disant que la libération des énergies va suffire? Je ne sais pas ce qu'on peut faire. On va quand même pas demander à l'État de créer demain le métaverse républicain. Non. Ce serait totalement absurde. Enfin, ce serait les diligences. C'était pas mon idée. Je vais pas complètement changer voilà. Le problème est toujours le même. C'est une affaire de très gros sous, c'est-à-dire que c'est des investissements de centaines de milliards. Et nous, on n'a pas encore les boîtes pour investir là-dedans. Personne, exactement. On n'a pas le temps. Les savoir-faire, on les a peut-être, mais ils sont plutôt, ils partent plus tôt. Je pense que de facto, l'inquiétude, elle est là. C'est-à-dire que les problèmes créés par les réseaux sociaux 1.0, si vous voulez, tous les problèmes qui sont des immenses désillusions. On avait pensé que les réseaux sociaux allaient tous nous relier, ça nous a plutôt tous séparés. L'écran, il fait écran, au lieu d'être d'abord un instrument qui permet de relier les gens. Il va falloir que le métaverse nous prouve qu'il va permettre d'apporter une solution et pas faire passer au carré ou même à la puissance 1000 les problèmes qui sont apparus avec le premier. Et parmi ces problèmes, je pense qu'il y a effectivement la question du soft power, c'est-à-dire de l'influence culturelle, si vous voulez, que portent, qu'on le veuille ou non, des réseaux sociaux qui sont calibrés sur les standards américains, qui ne sont pas les nôtres, et on s'en aperçoit de plus en plus sur Facebook avec une curation des contenus, un mode d'interdiction qui, je pense, pose problème, parfois du point de vue de nos droits, et parfois aussi du point de vue de notre vision, par exemple, de la laïcité, de la morale. Et donc, je pense que ça pose énormément de problèmes, et on n'a pas le petit début d'une arme pour empêcher ça. Voilà. Ceux qui sont charitables au point de me suivre savent que je n'adhère pas aux idées d'Éric Zemmour, mais le fait que YouTube, par exemple, interdise depuis hier aux mineurs d'accéder
à la déclaration de campagne d'Éric Zemmour me semble mais un immense problème. Tu prépares un papier là-dessus. Très bien, ouais, parce que Non mais alors c'est vrai. Je me sens suffisamment fort pour lui dire mon désaccord sans qu'on ait besoin de l'interdire aux mineurs. Non mais t'as raison Nicolas, mais et ça rejoint la question que tu poses juste avant. Et Olivier a raison. Ces technologies, elles imposent une culture particulière. Elles véhiculent une certaine culture, la culture américaine en l'occurrence. Et celui qui impose sa culture, c'est celui qui est en avance technologiquement. Or, on est déjà très à la important. bourre. Non, mais ça, on ne pourra pas réguler ça, on quelque paye chose. notre retard technologique. On c'est voit sûr. qu'on n'arrive pas à faire. C'est obligatoire. Comment dire, imposer nos valeurs morales. C'est obligatoire parce que ce qui est vital, c'est de communiquer. Ce qui est vital, c'est viral. Bon, les réseaux sociaux maintenant, c'est quelque chose de viral. Or, il y a une idéologie derrière qui est une idéologie très claire. Il suffit de lire ce que nous écrivent tous les pères fondateurs de ces différentes plateformes et réseaux. Et donc, là, le problème quand tu parles de YouTube, évidemment que ça peut nous choquer, mais dans le même temps, c'est parce qu'on est trop faible technologiquement pour pouvoir prendre une décision. Et donc, ce qu'on a fait, c'est ce qui s'est passé aussi avec Twitter quand Trump s'est fait censurer son compte, c'est qu'on demande maintenant aux plateformes d'être elles-mêmes celles qui vont s'auto-réguler. Mais ça veut dire en fait leur déléguer le pouvoir de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, c'est une forme de privatisation du droit qui vient simplement d'une faiblesse des États et de la crainte des États de venir légiférer. Ouais. Et le métavers, ce sera ça. Si on ne fait pas attention, on risque d'avoir une forme de privatisation totale de tous les espaces publics. Mais je crois que ce point est très important, il faut vraiment le marteler. C'est-à-dire que, en réalité, ce que nous subissons, c'est très en amont, fondamentalement, la faiblesse de notre pouvoir technologique. C'est la faiblesse de nos capacités technologiques qui fait qu'au fond, on a du mal à faire respecter nos valeurs. Donc, dans l'avenir du monde, il y a vraiment, en un, la question de l'avenir des technologies. Ça, je pense que c'est absolument déterminant. Il y a aussi, bien évidemment, l'avenir de la planète. Alors, on en a parlé ce matin, notamment avec Olivier et Fergan. Mais alors, Fergan, il y a un sujet qui nous passionne tous les deux et qu'on n'a pas abordé ce matin, ou insuffisamment, c'est celui de la démographie. Il y a quelques années, j'avais fait un papier dans l'Express qui s'appelait « Pour sauver la planète, faites des enfants ». Alors ça avait, bon voilà, ça avait fait un mini-scandale. Mais je pense que tu es plutôt sur cette ligne et je voudrais que tu développes ce point. Oui, je suis parfaitement sur cette ligne. En fait, on en revient ici à l'éternelle obsession malthusienne autour du concept de surpopulation, qui, de mon point de vue, constitue l'une des pires erreurs conceptuelles en sciences sociales, l'idée de surpopulation. Alors, faisant un petit peu de généalogie intellectuelle, rappelons d'où ça vient. L'idée de surpopulation, elle est véritablement théorisée pour la première fois par le pasteur Malthus, qui, en 1798, publie donc son pamphlet, son essai sur la population. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Malthus, c'est un contemporain de la Révolution industrielle britannique. Donc, en fait, il écrit un texte sur la population. À l'époque, il craint deux choses. Il craint que la population puisse augmenter de manière exponentielle, illimitée, infinie, anarchique. Et il craint que la production de richesses ne suffise pas pour rattraper cette croissance démographique qu'il juge illimitée, exponentielle et infinie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Malthus, finalement, s'alarme, s'effraie de la pénurie au moment même où cette pénurie, précisément, recule. C'est ça le grand paradoxe, en fait, du malthusianisme. Il a été publié quand, le traité? C'est 98. 1798. 98, tout à fait. C'est 98. Et alors, aujourd'hui, tout le monde admet que le Pasteur s'est trompé, puisque à l'époque de Malthus, nous étions 1 milliard d'êtres humains, donc à l'échelle de la planète, et la misère était la norme. Aujourd'hui, nous sommes bientôt 8 milliards d'êtres humains, et la misère est en passe de devenir exceptionnelle. C'est-à-dire que la sous-nutrition ne touche que, entre guillemets, une personne sur 10, c'est encore beaucoup trop, mais compte tenu de la trajectoire qui est la nôtre, les tendances ça n'a jamais été aussi faible. Les bonnes. Exactement. Moi, je me permets juste de t'interrompre là-dessus, parce qu'on va diffuser tout à l'heure une vidéo, un entretien entre Pierre et Johan Norberg. Et en fait, Johan Norberg explique, c'est quelque chose que je n'avais pas vu, mais que la malnutrition est l'un des seuls domaines dans lesquels on est allé beaucoup plus vite que tous les objectifs des organisations internationales, au fond. Donc c'est un peu l'inverse de ce qu'on vit aujourd'hui avec les COP, quoi. C'est comme si, voilà, vous avez eu la COP de Glasgow. Ben, en fait, on se rend compte qu'on va beaucoup plus vite. Et c'est ce qui se passe en matière de lutte contre la malnutrition. Hein. Exactement. Donc, on n'a jamais été aussi nombreux et on n'a jamais été aussi prospères. Alors, certains y voient un paradoxe, c'est-à-dire que lorsque les écologistes traitent de la question démographique, eh bien, en fait, ils admettent cette réalité, mais ils disent que finalement, c'est un coup de chance.
Certes, on n'a jamais été aussi nombreux et on n'a jamais été aussi prospères, mais on est prospère en dépit de notre nombre et non pas grâce à notre nombre selon eux. Alors que c'est tout le contraire, c'est-à-dire que déjà dès le XVIIIe siècle, vous aviez toute une école de pensée économique populationniste, héritée de la philosophie des Lumières, qui insiste sur le fait que les hommes sont avant toute chose créateurs de richesse avant d'être des consommateurs. C'est déjà ce que disait Jean Bodin au XVIe siècle. Il ne faut jamais craindre qu'il y ait trop de citoyens, trop de sujets, dans la mesure où il n'y a de richesse ni de force que d'hommes. Eh bien, c'est exactement ça. On sait très bien aujourd'hui, la théorie économique est assez unanime en la matière, que plus d'êtres humains, c'est plus de travailleurs, c'est plus d'ouvriers, c'est plus d'ingénieurs, c'est plus de scientifiques, c'est plus d'innovateurs, c'est une meilleure division du travail, c'est une meilleure spécialisation, c'est une accumulation de capital plus rapide, donc c'est une plus grande production de richesse. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le discours néo-malthusien aujourd'hui, alors on admet encore une fois le fait que la population mondiale n'a jamais été aussi grande et en même temps n'a jamais été aussi nombreux, mais se pose la question de la pollution, se pose la question du changement climatique. Certes, on n'a jamais été aussi riche, mais est-ce qu'on ne risque pas de rendre notre planète toujours plus inhospitalière à force d'être toujours plus nombreux et toujours plus riches? Alors, le raisonnement, il paraît, on va dire, sensé a priori. C'est-à-dire qu'on peut se dire, en effet, que toute chose égale par ailleurs, plus on est nombreux, plus on consomme, plus on produit de déchets, plus on pollue. Ça peut faire sens a priori. Sauf que ce raisonnement, il a une faiblesse et qu'il néglige quelque chose de fondamental, c'est que les choses ne sont jamais égales par ailleurs. Il y a toujours une variable qui change, et cette variable, c'est la variable technologique. Je prends juste un exemple. Prenons l'exemple du XIVe siècle à Paris. Paris au début du XIVe siècle. Paris au XIVe siècle, c'est environ 200 000 habitants. Donc, on est 10 fois moins nombreux au XIVe siècle qu'aujourd'hui à Paris intramuros. Au XXIe siècle, c'est environ 2 millions d'habitants. Pourtant, je peux vous assurer qu'on mourrait beaucoup plus de la pollution de l'air et de l'eau à Paris au Moyen-Âge qu'à Paris au XXIe siècle. Pourquoi ? La variable qui change ici, elle est technologique, c'est-à-dire qu'une métropole moderne du XXIe siècle, équipée de l'électricité, équipée des stations d'épuration, équipée du traitement des eaux usées et du gaz, s'inflige des nuisances environnementales beaucoup moins ravageuses qu'une petite bourgade médiévale dépourvue de toutes ces technologies que je viens d'énumérer. Or, la littérature économique, elle insiste sur le fait précisément qu'une large démographie, ça favorise l'innovation. Parce que plus il y a de cerveaux, plus il y a d'innovation, plus il y a d'émulation. Et puis surtout, une large démographie permet aussi d'importantes économies d'échelle qui autorisent le financement de technologies coûteuses qui seraient complètement inaccessibles aux petites communautés. Et c'est la raison pour laquelle les villes ont toujours été mieux dotées que les campagnes en infrastructures essentielles à un environnement sain, les hôpitaux, les stations d'épuration, etc. Et il me semble que le raisonnement vaut pour la question climatique, puisque les technologies que nous avons besoin de développer pour lutter contre ce phénomène seront extrêmement coûteuses. Donc on aura besoin de beaucoup de bras, de beaucoup de cerveaux. Donc la morale de cette histoire, c'est faites beaucoup d'enfants et faites-en des ingénieurs nucléaires. Vous ferez toujours plus pour la planète qu'un zadiste célibataire. Je vois Jean-Pierre Clamadieu, le président d'Engie, qui est au premier rang, avec qui on a eu une discussion tout à l'heure très, très approfondie justement sur la façon dont Engie est en train d'investir pour participer à cette décarbonation. J'imagine, je ne veux pas parler pour le président Clamadieu, mais j'imagine que, en effet, des ingénieurs, des gens de haut niveau qui sont susceptibles justement de nous aider à décarboner la planète, c'est un vrai enjeu pour vous. Et qu'en effet, c'est très exactement ce que tu dis. On a en réalité besoin de gens qui vont agir dans cette direction. J'ajoute d'ailleurs que je crois que j'en disais un mot ce matin, mais une autre façon de dire les choses, c'est que ce découplage dont certains nous disaient qu'il était absolument impossible, c'est-à-dire le fait d'avoir en même temps une production qui augmente, et la production elle augmente aussi en raison de la démographie, la production c'est les gains de productivité et la démographie. Donc le fait d'avoir d'un côté la production qui augmente et de l'autre des émissions carbone qui baissent, on nous disait que c'était impossible, on y est. En fait, ça a commencé, pas assez. Et bien sûr, mais comme on le disait avec Jean-Pierre Clamadieu à midi, la question n'est pas de changer ou de faire la révolution. La question, c'est d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus intensément dans la direction que nos sociétés ont prise en réalité.
Exactement. Ce découplage démographie-pollution, il est partiel, il n'est pas suffisamment fort, il faut l'accélérer, mais il montre déjà, en tout cas, quelques signes. La France est l'exemple le plus remarquable. Écolos, en fait. Sur le plan démographique, c'est assez évident. C'est-à-dire que depuis 1979 environ, on a gagné, je crois, 11 millions d'habitants. Et pourtant, les émissions territoriales de CO2 ont baissé à l'échelle du pays, pas seulement per capita, à l'échelle du pays. C'est-à-dire qu'après, on nous rétorquera qu'il y a des émissions importées, c'est vrai, mais en fait, ces émissions importées peuvent être traitées en exportant précisément les technologies dont nous bénéficions dans les pays du Sud. Donc plutôt que de fantasmer sur un monde localiste, autarcique, et donc de revenir dans nos grottes, l'enjeu pour les pays riches, c'est bien évidemment d'exporter, d'investir dans la modernisation de l'appareil productif des systèmes énergétiques des pays du Sud. Et là, c'est quelque chose qui est triplement vertueux, c'est-à-dire qu'on accélère la réduction de la pauvreté dans ces pays-là, on baisse les émissions locales dans ces pays, et puis on baisse aussi nos émissions importées, donc c'est tout bénef. Olivier, tu veux dire un mot ? Je me permets de rebondir sur quelque chose qui fera peut-être le lien avec le métaverse. On est dans un monde de plus en plus exigeant cognitivement. Il nous faut des ingénieurs. On n'a jamais eu aussi peu de gens qui font des études d'ingénieurs chez nous en France. On n'arrive plus à les recruter, on n'arrive plus à les former. Le niveau en maths et en sciences des Français n'arrête pas de chuter. C'est absolument dramatique. En 1950, il n'y avait que 5% des emplois qui demandaient une licence professionnelle. Aujourd'hui, c'est 30%. Ça va ne faire qu'augmenter. C'est-à-dire que c'est exactement le contraire de l'inquiétude malthusienne. L'inquiétude, c'est « putain, on n'aura pas assez de mecs ». On ne va pas avoir les intelligences dont on a besoin. Et pour faire le lien avec la métaverse... Quand on dit mec, c'est neutre. Oui, mec au sens... D'autant plus que dans les écoles d'ingénieurs, en plus, vraiment, je le dis au passage, on manque énormément de femmes. Complètement. C'est surtout les femmes qui Exactement. Manquent. Effectivement, c'est, je pense, neutre en grec. Voilà, vraiment, en français, il manque un genre neutre. Et d'ailleurs, le duel aussi, c'était très pratique. Le duel, c'est très pratique. On a perdu toutes ces subtilités. Mais vous savez ce que disait le fondateur de la 20th Century Fox dans les années 40 à propos de la télévision. Les gens se lasseront vite de regarder tous les soirs une petite boîte en bois. La télévision de se regarder toute part de marché au bout de 6 mois. Aujourd'hui, 4h45 par Français de plus de 5 ans, en moyenne et par jour. Le téléviseur, vous rajoutez environ 4 heures d'écran. Ce qui fait que moi, ma grande inquiétude, c'est toujours mon obsession, mais c'est la polarisation. Entre des gens, vous avez vu Ready Player One de Spielberg ? Il faut voir ce film. C'est un monde où il y a une partie de l'humanité, toute l'humanité d'ailleurs, qui vit un peu dans une espèce d'immense favelas, mais ils vivent tous dans une espèce de jeu virtuel qui passionne tout le monde. En fait, ils vivent tous. Donc en vrai, ils vivent dans la merde, mais ils sont tous dans leur jeu et le monde est absolument catastrophique. Bon. Le risque, c'est que vous ayez une grande partie des gens qui, dans ce monde qui sera forcément un peu idéal, qui sera forcément, on pourrait dire, adouci de toutes les contraintes qu'il peut y avoir, parce que la vie réelle, c'est de temps en temps du soleil comme ici souvent, à Saint-Raphaël vous avez de la chance, mais c'est aussi de temps en temps de la pluie, c'est du moins beau, c'est du moins bon, c'est de la routine, c'est des contraintes, c'est des rencontres qui vous mettent aussi à risque. Et la vie idéale que vous allez vivre en ligne, c'est aussi une vie de ce que Nietzsche aurait appelé et critiqué en tant qu'arrière-monde, une façon de fuir la réalité. C'est pour ça qu'il critiquait évidemment beaucoup Platon et ses essences. Je crois que le risque, c'est ça. Donc d'un côté, on va manquer d'ingénieurs, de gens pour faire avancer ce monde dans le bon sens, et dans l'autre, on aura toute une partie de l'humanité, vraiment toute une partie de l'humanité qui basculera dans ce qui deviendra, ce qui risque de devenir en tout cas, une forme de drogue numérique. Vous savez que notre cerveau est magnifique pour plein de choses, notamment pour survivre et s'adapter, mais il a une tendance terrible à l'addiction. Surtout dans le monde contemporain, on peut être addict à plein de trucs, et vous savez que le shoot de dopamine, on est tous déjà addicts. Le métavers, ça sera ça fois 1000. Raphaël, Olivier Babot en fait décrit ici un peu ce que les Romains appelaient le pain et le cirque, c'est-à-dire le divertissement qui devient effectivement addictif et occupe une partie de la population qui n'a plus rien d'autre à faire en fait. Mais je trouve que cette comparaison du pain et du cirque en fait elle est vraiment plus précise que ce qu'on peut en penser d'habitude, parce que effectivement les Romains dans l'Antiquité avaient eu à l'apogée de leur puissance un afflux d'esclaves qui du point de vue économique pour les Romains sont comme des robots en fait, c'est-à-dire de l'automatisation du travail, puisque les citoyens libres eux n'ont plus de travail à faire, c'est-à-dire que ceux qui cultivaient leur petit lopin ils se faisaient racheter par des grands propriétaires qui mettaient des esclaves pour les cultiver à la place, et on se retrouvait avec toute une population plutôt
pauvres de citoyens romains libres qui se retrouvaient à Rome à ne rien faire parce qu'ils n'avaient plus de travail et à qui on offrait en fait des jeux, et les hommes politiques passaient leur temps à dépenser des sommes considérables pour leur donner des spectacles, des courses, des jeux, etc. Et c'était devenu ensuite ce que Juvénal avait appelé le pain et le cirque, mais c'est quelque chose qui finalement pourrait être un peu notre société aussi, c'est-à-dire une société où on a de l'IA et de la robotisation qui finissent par prendre une part importante de l'occupation. Alors, il y a toujours eu cette crainte que le progrès technologique remplace les emplois. On a vu que ça s'était jamais vraiment fait comme ça, mais ce qui se passe, c'est qu'en général, le niveau de qualification requis par les emplois augmente. Et on voit de plus en plus que l'intelligence artificielle pourrait remplacer des emplois qui aujourd'hui ont l'air protégés, je sais pas, des avocats, des magistrats, experts comptables, des directeurs artistiques, enfin des choses comme ça. Les traders, tiens. Les traders, c'est peut-être même les premiers. Ouais. Et donc on peut un peu se demander, effectivement, ça plus la combinaison avec un divertissement ultime comme le métavers pourrait amener à une société de ce type-là, effectivement. Oui. Raphaël, je voudrais que tu gardes la parole parce qu'on va aborder le troisième et dernier thème avant de discuter avec nos amis du public. L'avenir des technologies, on en a parlé, l'avenir de l'écologie et de la démographie, on en a parlé. Un sujet dont on ne parle pas beaucoup et sur lequel tu as écrit un livre extrêmement remarqué, c'est l'avenir des migrations. Alors toi, tu as plus spécifiquement travaillé sur l'intégration et même sur l'assimilation. C'est sur ce sujet d'ailleurs que tu as eu un débat avec Jean-Luc Mélenchon. Il y a cette idée qui me semble très juste, selon laquelle les pressions migratoires, qui déjà sont anxiogènes pour notre société, on le voit bien, c'est un débat important dans le cadre de notre débat présidentiel, mais sans doute, elles sont très faibles par rapport aux pressions migratoires que nous allons observer ces prochaines années. Dans quelle mesure c'est susceptible d'être déstabilisant pour une société comme la société française, pour laquelle c'est déjà un sujet, on le voit bien, qui est un sujet pas facile, on en a énormément parlé. C'était notamment très visible dans les débats de la primaire de droite, qui étaient des débats de très bonne tenue, mais dans lesquels on voit bien que ce sujet était vraiment presque prédominant. Oui, absolument. C'est un sujet prégnant qui nous fait un peu revenir à un débat politique qui est plus proche des questions qui se posaient à la Renaissance presque que dans les années 70 où on avait une prédominance des questions économiques pendant les Trente Glorieuses dans les débats politiques qui a un peu rétrocédé maintenant puisque on s'intéresse aussi beaucoup, effectivement, les débats de la primaire des Républicains l'ont montré, à des questions régaliennes et notamment des questions en fait de vivre ensemble. On en parlera dimanche. On aura une table ronde dimanche. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a maintenant une vraie préoccupation sur la capacité de nos sociétés à rester unies, cohérentes et à former un tout. Donc ça rejoint aussi ce que disait Olivier Babot tout à l'heure au sujet de la parcellisation et de l'individualisation de nos sociétés. Mais c'est un vrai risque et qui est particulièrement fort pour la France parce que la France a une tradition assez ancienne d'unité et d'homogénéité de sa propre société. C'est-à-dire que déjà sous l'Ancien Régime, les rois avaient eu tendance à essayer de faire en sorte que les Français partout sur le territoire vivent de plus en plus les uns comme les autres. Louis XIV écrivait aux habitants de Perpignan qui venaient d'être rattachés à la France, je vous demande de vous habiller à la françoise parce que maintenant vous n'êtes plus espagnol, vous vous habillerez comme des Français. C'était quand même quelque chose d'assez neuf, enfin en tout cas d'assez différent de ce que faisaient d'autres pays européens qui eux n'avaient pas tellement de problèmes à laisser vivre des populations très différentes. Et même l'Italie par exemple a été morcelée du point de vue culturel, linguistique, beaucoup plus que la France en fait. Machiavel à la Renaissance remarque que la France est un pays qui est très homogène du point de vue des mœurs, de la façon de vivre, ce qui est assez étonnant parce qu'on a le souvenir que la France était plein de patois, de régions, de provinces, etc., très différentes. Mais du point de vue des autres Européens de ces époques-là, en fait, la France faisait déjà plutôt figure de pays homogènes. Et en plus, si on rajoute à ça l'universalisme français, qui a tendance aussi à se dire qu'il y a des valeurs qui sont partageables par l'ensemble de l'humanité, on a plus de mal en France à accepter que des cultures différentes avec des valeurs parfois contradictoires puissent coexister sur le même territoire. Et donc je pense que c'est ça qui fait qu'on a une focalisation aujourd'hui sur ces questions et que effectivement la pression migratoire ne peut faire qu'accentuer. Alors même que d'autres pays qui ont une conception plus multiculturelle et donc qui acceptent la coexistence de cultures parfois très très différentes sur leur sol vont être moins choqués par cet état de fait. Les anglo-saxons typiquement. Voilà. Ouais. Donc, ça veut dire que finalement on critique le fait qu'on parle beaucoup d'immigration, mais si je t'écoute bien, on a raison d'en parler finalement parce qu'au moins, bon, voilà, on met le sujet sur la table et on le met à un moment avant que le phénomène ne devienne peut-être trop important pour pouvoir en parler sereinement. Je pense qu'on ne pourrait pas ne pas en parler en fait, parce que la tradition politique française est concentrée justement sur une notion d'unité, de ressemblance aussi, qui fait que à terme, on aurait de toute façon des divergences qui risqueraient de paraître insupportables en fait à beaucoup de Français, parce que ils ont cette vision de leur pays comme étant quelque chose de plutôt unifié, contrairement effectivement à d'autres pays anglo-saxons. Ouais.
Alors, on va passer la parole au public. On a abordé 3 grands thèmes, mais on peut évidemment continuer. Je ne vois pas si les micros circulent. Qui veut poser une question? Alors, je pense que les micros vont... Voilà, merci beaucoup. Voilà, on a des questions déjà. Donc on peut faire circuler le micro. Je vous demande de garder votre masque pour poser la question. Oui, bonjour. Alors, vous venez de dire que, ce que je pense c'est vrai, la croissance démographique est liée au PIB, pas la croissance du PIB, en essence ce que vous dites. La démographie, ce n'est pas une science exacte, mais presque, au moins dans les 50 prochaines années, c'est assez exact. Il y a des études qui prévoient démographiquement que des pays comme l'Italie ou la Chine, dans les 50 prochaines années, vont diminuer leur population d'à peu près un tiers. La France, on s'en sort un peu mieux, mais notre population va quand même diminuer dans les 50 prochaines années. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Ça veut dire que notre PIB va descendre. Quelle est la solution, à part l'immigration? Oui, voilà, je ne sais pas qui veut... Enfin, Fergan, tu veux dire un mot? Je veux bien en parler aussi. Mais... Vous avez tout à fait raison de rappeler aujourd'hui, d'ailleurs c'est assez contre-intuitif quand on entend tous ces discours malthusiens, que la menace qui pèse sur l'humanité, en réalité, est moins la menace d'une surpopulation qu'une menace de vieillissement accéléré et de déclin démographique de notre espèce. Et pas seulement en réalité à l'échelle de pays emblématiques dont on parle beaucoup, le Japon, l'Italie, la Chine, qui s'est tiré une balle dans le pied avec sa politique stupide et criminelle de l'enfant unique qu'elle est en train d'abandonner. Le Parti communiste essaie même de rectifier le tir aujourd'hui en encourageant ces sujets à faire plus d'enfants. Donc vous avez raison, c'est une vraie problématique parce que une humanité déclinante, vieillissante, c'est une humanité moins dynamique, moins innovante et donc, toutes choses égales par ailleurs, moins prospère. Moi, je n'ai pas de solution miracle pour remédier à ce problème parce que la démographie obéit à des variables, toutes sortes de lois qu'on ne comprend pas toujours très bien. Il y a des variables culturelles très fortes, ça dépend aussi de la confiance, de la perception, des préférences des individus. Je pense qu'on pourrait déjà commencer par arrêter de diaboliser le fait de vouloir constituer aujourd'hui une famille, puisqu'il y a une petite musique qu'on entend dans les médias à travers ces jeunes qui vont jusqu'à parfois se faire stériliser pour ne pas avoir d'enfants, soi-disant pour sauver la planète. Ceux qui tiennent ces discours, me semble-t-il, sont quand même assez irresponsables, en plus, encore une fois, de se fonder sur des enseignements qui sont complètement faux. Donc commencer à combattre les idées reçues en la matière serait déjà pas mal, et puis redonner aussi le goût dans l'avenir, puisqu'on sait très bien que la décision de fonder ou non une famille est aussi étroitement liée à la confiance que l'on a sur sa situation personnelle et sur la capacité à offrir à son enfant un avenir désirable. Notre ami Pierre-Henri Tavoyot, le philosophe qui va nous rejoindre demain, je crois, ou ce soir, je ne sais plus, a un argument qui est très simple, mais qui me semble incroyablement juste, qui est de dire, mais si pour sauver l'espèce humaine, il faut faire moins d'enfants, il y a une contradiction dans les termes qui, franchement, est absolument insurmontable. Enfin, c'est pas possible. Et c'est vrai que moi aussi, quand je vois des jeunes qui me disent, mais non, on ne veut pas faire d'enfants parce qu'on a peur, et je leur dis, mais qu'est-ce que vous auriez fait dans les années 60 ? Enfin, c'est absurde. En fait, c'est vraiment un raisonnement qui ne tient pas. Parce que ce à quoi ils pensent, c'est le problème du réchauffement climatique. Et le problème du réchauffement climatique est très grave, mais justement, il ne se résoudra pas tout seul. C'est nous, c'est ce que tu expliquais, c'est les gens qui vont le résoudre. C'est pas la nature qui va le résoudre elle-même. C'est nous qui allons le résoudre. Il y a aussi un problème en fait de philosophie, c'est-à-dire que l'une des raisons pour lesquelles effectivement les écologistes tiennent ce discours très malthusien. Alors c'est les écologistes politiques quand même pour ça. Non, parce que moi je dis toujours, je me souviens qu'il y a quelques années avec moi, mais Pierre, et justement je crois qu'avec Pierre-Henri Tavoyot, on avait signé un article qui s'appelait, je ne sais pas si tu en étais Olivier, mais les vrais écologistes c'est nous. Donc maintenant ça va. Tout à fait. Voilà. Ceux en tout cas qui se revendiquent aujourd'hui cette étiquette, c'est qu'il faut bien comprendre que pour eux la protection de l'environnement n'a plus du tout la même définition. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a eu en Europe une définition de l'environnement qui était très anthropocentrée, c'est-à-dire qu'on définissait la protection de l'environnement comme la sauvegarde d'un milieu hospitalier pour l'être humain. Et après tout, l'environnement, quelque part, c'est un mot qui renvoie à une certaine forme d'anthropocentrisme. L'environnement, c'est ce qui environne. Environne qui ? Eh bien, cet être central qu'est l'être humain. Or, aujourd'hui, ces gens ne définissent plus du tout la protection de l'environnement de cette manière-là. Au contraire, ils la définissent comme la sanctuarisation d'un milieu dont il faut exclure au maximum l'espèce humaine. Et donc, on ne comprend pas
cette attitude anthroposceptique, anthropophobe, anti-humaniste, appelons-la comme on veut, si on ne comprend pas, réalise pas qu'il y a là une véritable révolution philosophique qui s'est mise en œuvre dans ce courant de pensée. Alors, on va prendre une autre question. J'ai vu d'autres mains se lever. Voilà, monsieur. Oui, bon, on parle de l'avenir du monde. On s'en fout pas un peu. En fait, c'est pas plutôt l'avenir de l'humanité. Moi, ce qui me choque un petit peu, c'est qu'il y a un terme qui n'a pas été vraiment beaucoup développé. Et autant, en effet, Nicolas parle du technologisme, qui est un peu celui qui prédétermine un peu notre avenir. Mais moi, je suis vachement attaché à l'humanisme, vachement attaché aussi au romantisme que la technologie peut aussi aborder. Est-ce que notre spécificité, nous, en France, en Europe, c'est pas cette capacité à intégrer dans une fine équation la technologie et l'humanisme? Parce que quand on voit les Américains, c'est de la pure consommation avec une volonté de conquête. Quand on voit en effet la Chine, c'est plutôt une vision très 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 long-termiste avec une capacité à se soustraire de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire être finalement dans une vision d'immortalité d'un peuple. Et nous, finalement, on est entre les deux. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à continuer à avoir la fierté d'être français, européen, justement, en mettant en porte-drapeau notre humanisme et la capacité à mêler humanisme et technologie? Voilà, j'aimerais qu'on fasse un petit peu de réflexion collective à ce sujet. Je vais te laisser Olivier et Pierre, mais je voudrais juste, tu me permets juste de dire un mot avant de te laisser la parole, parce que je trouve, un point, vous dites la Chine voit à très long terme, mais je trouve au contraire que la Chine, oui, voit à long terme, mais s'il y a un pays matérialiste aujourd'hui, c'est la Chine. Et en fait, ce que l'on a découvert, ou ce que la crise a révélé en tout cas, c'est que l'Occident était assez peu matérialiste et que nous étions au contraire guidés par des valeurs, parce que tout ce que nous venons de vivre depuis 1 an et demi montre, comme je le disais en introduction de cette journée, que nous sommes beaucoup moins matérialistes en fait que ce qu'on avait bien voulu mettre sur le dos de l'Occident. Olivier, je crois que tu voulais répondre. Oui, vous posez une très bonne question. En tout cas, vous soulevez un point évidemment important. Ce qu'a dit Fergan tout à l'heure mérite d'être souligné encore une fois. Autrefois, l'écologie, c'était comment vivre en harmonie dans un environnement sain pour l'être humain. Aujourd'hui, un courant particulier de l'écologie, que j'appellerais écologisme, c'est plutôt l'idée que l'être humain est une forme de parasite. Et donc, quand il se multiplie, il devient trop lourd pour la Terre. Et donc, c'est un néo-malthusien qui, lui, n'est pas fait pour des raisons humanitaires, mais au contraire anti-humanitaires, même anti-spécistes d'ailleurs, comme il l'indique. Bon. Vous savez, quand Cicéron a créé le mot humanitas, en fait, il faisait d'abord allusion aux savoirs qui font qu'on devient humain. Vous savez. Et c'est cette idée que d'Erasme, vous savez, le grand humaniste, qui justement disait on ne naît pas homme, on le devient. C'est-à-dire on le devient parce que c'est vrai qu'un petit bébé, si vous ne l'éduquez pas, s'il ne vit pas avec ses semblables, s'il n'est pas stimulé, il ne deviendra jamais. Vous savez, il y a eu des expériences d'ailleurs, malheureusement, des bébés élevés par des animaux, il y en a plein. Hein. Il y a un livre de Malson que je vous conseille qui s'appelle Sur les enfants sauvages. Et en fait, ils n'arrivent jamais, si vous ne leur avez pas appris avant 5 ans à parler, à marcher, etc., ils ne développent jamais un QI au-delà de QI d'enfants de 2-3-4 ans. Enfin, c'est extrêmement faible. Vous ne leur apprenez jamais à parler ni à marcher. Hein. Donc en fait, on ne naît humain, on ne devient humain que parce qu'on est formé. Et bien, l'idée de Cicéron, c'est les humanitas. Hein. Les humanitas, c'était ce qui nous fait devenir humain, c'est-à-dire ce qu'on doit apprendre pour être un humain digne de ce nom. Et bien, la question de ce qui fait un humain digne de ce nom, elle se pose aujourd'hui de façon réactivée à un siècle où les technologies peuvent en fait servir de façon d'éviter ces questions. Et pour moi, encore une fois, le métavers, c'est pas une façon de régler les questions qui se posaient avant, c'est plutôt une question de continuer à courir pour les éviter, hein, et de continuer à pas y répondre, hein, et d'y tourner le dos. Donc les questions plus que jamais de comment on garde l'humain au milieu, si on peut dire de façon extrêmement simple. Qu'est-ce qui fait comment on va permettre la meilleure coexistence de ces collectivités humaines qui sont à la fois faites de compétition et de coopération, comme on l'a rappelé ce matin. Eh ben, ça reste le problème fondamental. Et encore une fois, on y revient toujours, la formation, c'est-à-dire ce qui fait de nous les êtres humains, et ce qui ferait de nous des êtres humains capables de bien voter, de bien consommer et de bien travailler. Pierre, tu voulais dire un mot? Oui, je trouve que c'est une très bonne question, et donc du coup je vais faire mon pessimiste. C'est mon rôle là, puisque tout le monde est plutôt optimiste. Je pense que c'est une très bonne question, parce que vous demandez, ou nous demandez, mais comment se placent les Européens universalistes entre le modèle chinois et le modèle américain.
ça montre déjà qu'on est une civilisation fatiguée. Parce que les autres civilisations, quand vous avez une civilisation qui va bien, elle ne se pose pas la question. Elle ne se pose absolument pas la question de ce qu'est l'avenir de son humanité, de ce qu'est son mythe collectif, de ce qu'est le statut d'un humain. Le fait de se demander où on se situe et de se poser la question en plus en termes de comparatif, est-on plutôt chinois ou américain, montre qu'on a vraiment un problème. Et selon moi, c'est une vraie question parce que on le voit déjà aujourd'hui, la problématique que ça pose. On est d'abord très faible au niveau international, on ne sait plus réagir en tant qu'Européens à rien. Un problème en Ukraine avec la Russie, on ne sait pas quoi faire. Les GAFA, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire parce qu'on a toujours l'impression d'être très faible. Et on voit que pour l'instant, le seul effet que ça a, c'est un effet de repli. On a dans tous l'extrême droite est devenue, ou les partis, pas qu'extrême droite d'ailleurs, mais les partis qui sont anti-globalisation, anti-ouverture, pro-fermeture des frontières, dans toute l'Europe sont devenus les deuxièmes partis, dans tous les pays. On a vraiment un phénomène de repli qui devient très très fort. Et c'est parce qu'on a ici une recherche d'identité. On ne sait plus qui on est. Et donc vous parlez d'universalisme, mais justement le problème c'est qu'on ne sait plus ce que ça veut dire. C'est pas pour rien que la gauche s'effondre dans tous les pays européens. L'effondrement de la gauche, qui est historiquement celle qui défend l'universalisme, c'est la traduction du fait qu'on n'a plus rien à dire quand on est universaliste aujourd'hui. On ne sait plus comment gérer un problème. Comment vous gérez un problème quand il n'y a pas de frontières, en parlant de votre territoire alors que vous êtes universaliste? Comment vous parlez de l'immigration lorsque vous êtes universaliste? Toutes ces questions sont très compliquées. Il faut qu'on se les pose, vous avez raison, mais ça nécessite de faire un diagnostic dès maintenant qui est que ça veut dire que on a déjà un péril moral, philosophique. Et tout à l'heure, on parlait de Rome et les esclaves, qu'on pourrait remplacer par les robots. Mais vous avez des bouquins, vous avez un petit bouquin, par exemple, d'un historien que j'adore, qui s'appelle Aldo Schiavone, qui s'appelle L'Histoire brisée. Où Aldo Schiavone, dans un tout petit livre, se demande pourquoi Rome n'a pas connu la révolution industrielle. Techniquement, intellectuellement, tout était prêt. Mais cette population était épuisée d'une contradiction très forte entre, justement, la certitude d'être la plus grande des civilisations et la reconnaissance du fait que leur prospérité reposait sur l'esclavage. Et c'est ça qui, selon Aldo Schiavone, a empêché finalement Rome de connaître sa révolution industrielle. Je crois qu'on en est à peu près là. Et donc il faut vraiment qu'on se pose la question de, oui, qui on est, mais il faut résoudre vite ça, il faudrait que ça redevienne une évidence, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Par rapport à ce que tu dis sur l'absence de conscience de puissance, notamment en Europe, c'est un sujet qu'on abordera demain soir avec le ministre des Affaires européennes qui viendra. Vous savez que la France va diriger l'Union européenne à partir du 1er janvier et le ministre sera là demain soir. Oui, c'est ça, c'est demain soir. Et donc c'est vraiment typique, c'est vraiment au cœur de l'entretien que l'on aura avec lui. Est-ce qu'il y a on peut encore prendre une ou deux autres questions? Je crois voir une dame là-bas. Ouais. Non? J'avais vu une main qui se levait. Là-bas, au fond. Oui, bonjour. Excusez-moi, je reviens à une question très terre-à-terre. Oui. J'aimerais juste dire qu'on a peu entendu les femmes s'exprimer sur le fait que, est-ce qu'elles ont vraiment, si on leur laisse le choix, envie d'avoir 15, 20, 25 enfants? Je ne pense pas. Fergan? Non, enfin... non. Alors, non, mais, enfin, je peux peut-être aborder la question, la réponse, en vous rassurant sur un point, madame, c'est que le taux de fécondité baisse partout dans le monde, y compris dans les pays où il était très élevé. En fait, un phénomène, une loi démographique qui est très robuste, qui s'appelle la transition démographique, c'est le fait que quand le PIB par habitant diminue, la fécondité diminue. Et donc, dans la plupart des pays émergents, ou pour employer un langage moins politiquement correct, des pays pauvres, parce qu'il y a quand même encore des pays pauvres, à partir du moment où ces pays pauvres deviennent quand même un petit peu moins pauvres, on voit une baisse du taux de fécondité. Pardon, tu dis ? Oui, le Bangladesh a fait sa transition démographique, mais beaucoup de pays, même des pays d'Afrique subsaharienne qui sont les plus pauvres, ont commencé leur transition démographique. Oui, enfin, le fait qu'il faille effectivement respecter le consentement de tous, ça va de soi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de forcer des gens à faire des enfants et à procréer pour procréer. S'il y a une baisse de la fécondité pour des raisons culturelles, parce qu'effectivement les gens veulent moins d'enfants, ce qui effectivement va dans le sens de la transition démographique, à partir du moment où les enfants meurent moins, où ils n'ont plus le statut de main-d'œuvre agricole comme c'est le cas dans les sociétés pauvres et agraires, eh bien effectivement on tend à faire moins d'enfants. Mais pourquoi pas? Simplement, il faut que ce soit pour de bonnes raisons. Aujourd'hui, les raisons que l'on mobilise sont complètement fallacieuses, c'est-à-dire que c'est une injonction contraire finalement, où on culpabilise
on va jusqu'à culpabiliser dans la société ceux qui font beaucoup d'enfants. Alors si c'est le fruit d'un choix parfaitement éclairé, consenti, moi je n'ai absolument rien à redire sur ce sujet, quand bien même je trouve effectivement dommage, mais ça c'est un avis qui m'appartient, mais il ne s'agit pas évidemment de forcer qui que ce soit à avoir des enfants, ça c'est évident. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ici. J'ai une question qui... Où êtes-vous? Je suis là. Une question qui m'inquiète. J'ai vu un autre filet dans la presse. Là. Ah, pardon, excusez-moi. Où on a une statistique qui a été révélée. Oui. En fait, on a une statistique de l'augmentation de température des océans Oui. de 1950 à 2010. Oui. Et donc, il s'avère que la température des océans a augmenté de 0,1% par an. Oui. Et donc, moi, je me suis amusé à calculer quelle sera cette température dans les temps à venir. Donc, 0,1%, c'est pas grand-chose. Mais au bout de 10 ans, ça fait 1 degré. C'est beaucoup. Enfin, oui, ça faisait 1 degré. Et au bout d'un siècle, ça faisait 10 degrés. Donc, je me dis qu'au bout de quelques siècles, la température des océans, elle va atteindre 40 degrés et je pense qu'on ne saura plus vivre. Et donc, alors je me suis dit, il y a une erreur dans mon raisonnement. Non, mais n'étant pas climatologue, je ne peux pas vous répondre. Non, mais je ne sais pas si quelqu'un peut répondre, mais... Je finis si vous permettez. Allez-y. Et donc, on calcule cette température des océans par une moyenne de l'eau entre 200 mètres et 300 mètres, j'ai oublié. Donc, voilà. Alors, je me suis dit, bon, cette eau, elle va se refroidir quand même, parce que l'eau qui est en dessous, elle est plus fraîche. Oui, mais c'est déjà anticipé dans le calcul de 1950 à 2010. Donc, je me dis, où est-ce qu'on va avec cette... alors, votre question. J'espère me tromper. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors, je vais laisser mes amis répondre. Moi, j'en pense que le problème du réchauffement climatique est un problème extrêmement grave. Je pense que c'est un problème extrêmement grave. Et que ce problème extrêmement grave, nous allons le résoudre parce que nous n'avons pas d'autre choix. Voilà. Alors, on me dit souvent, notamment nos amis verts me disent « Oh là là, mais qu'est-ce que tu racontes ça? Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement qui ne peut pas fonctionner? Nécessité fait pas loi. » Mais le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas d'autre moyen que de le résoudre par les technologies. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc, vous avez tout à fait... Vous êtes inquiet, vous avez raison d'être inquiet, mais il faut que ce soit une inquiétude bien placée, une inquiétude qui nous fasse réagir, et qui nous fasse réagir correctement, pas en nous emmenant vers des voies qui peuvent sembler intellectuellement séduisantes comme la décroissance, mais qu'on ne fera pas. Je vais juste relativiser ce que tu dis, Nicolas, quand tu dis qu'il n'y a que la technologie qui peut résoudre la question climatique. Je serais... c'est-à-dire que, théoriquement, les décroissants ont raison. C'est-à-dire que, prenez quelqu'un comme Yves Cochet. Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement. Yves Cochet qui a viré complètement... effondriste, lui, il n'est pas décroissant, il est effondriste. Collapsologue. Collapsologue, oui. Et dans son dernier ouvrage d'essai sur la collapsologie, lui, il dit que l'optimum démographique mondial, si on veut vivre comme un Européen moyen, je rigole avant de dire le chiffre, c'est 1 milliard d'êtres humains. Voilà. Donc moi, je ne nie pas que si demain on divise la population par 7 ou 8, que les émissions de gaz à effet de serre diminueront. Maintenant, elles ont diminué en 2020, si tu vas dans ce sens-là. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que tous les moyens se valent? D'ailleurs, parce que tu ne vas pas t'auto-citer, mais je crois que tu avais eu ce débat avec Sandrine Rousseau, et tu lui avais dit quelque chose du genre, mais qui commence-t-on à tuer? Enfin, quel est l'ordre Oui, quel ordre, soi-disant Et Sandrine Rousseau a gentiment... qu'elle voulait commencer par toi, je crois que c'est un peu ça l'histoire. Très courtoise, elle a commencé à suggérer ce que je parte en premier, donc voilà. Donc il y a plusieurs manières effectivement de faire, de diminuer les gaz à effet de serre. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelle est la voie, le moyen le plus juste et le plus sûr. Et c'est en ce sens que ceux qui font de la décroissance une fin en soi sont pleins de contradictions, parce qu'ils ne se rendent pas compte que leur projet politique en fait confine à l'autoritarisme avec toutes les dérives inhérentes à un régime autoritaire, et que pour le coup ils en viennent à oublier les raisons pour lesquelles on lutte contre le changement climatique. C'est-à-dire qu'on ne lutte pas
contre le changement climatique pour faire plaisir à Gaïa, on lutte contre le changement climatique pour les êtres humains, pour garantir aux êtres humains le niveau de vie le plus élevé possible. C'est bien pour des considérations bassement matérielles que nous luttons contre le changement climatique, c'est bien pour ça qu'il faut insister sur l'aspect philosophique du problème. C'est-à-dire que la vraie question philosophique qui se pose, c'est oui ou non, l'être humain est-il encore légitime à sauver son habitat tout en poursuivant sa quête de prospérité amorcée depuis maintenant 2 siècles de révolution industrielle? Il me semble que lorsqu'on s'inscrit dans une tradition humaniste, la réponse à cette question est oui. Pierre, tu veux ajouter quelque chose? Oui, juste qu'il faut se méfier des prévisions. On aime bien se faire peur, en plus de ça, d'un point de vue... C'est de la physique quand même. Oui, c'est de la physique, mais enfin, alors la physique 1870, Jevons nous dit c'est la fin du modèle européen parce qu'il n'y aura plus de charbon d'ici la fin du siècle. 1960, c'est le moment où on a toutes les prévisions qui nous disent on va avoir un refroidissement climatique tellement violent que l'humanité va mourir. Paul Ehrlich, qui nous sort la bombe humaine, nous dit il y aura moins d'1 milliard de personnes sur la planète en 2000. Il y aura 400 millions de personnes qui mourront tous les ans de famine parce qu'on ne pourra plus cultiver les terres. Les animaux vont disparaître à cause de ce refroidissement climatique majeur. Il n'y aura plus de pétrole. Et 50 ans plus tard, il ne s'est rien passé. Rien. Alors, c'est pas que ces gens sont débiles, c'est pas que c'est de la mauvaise science, mais il y a toujours quelque chose qui est oublié parce que c'est très dur à prendre en considération, c'est l'aspect technique. Ouais, le Club de Rome, là où ils font une erreur, ils font un modèle qui est excellent. C'est très compliqué de modéliser la totalité du système, du climat, etc. Mais vous avez d'autres économistes qui très vite disent « Ah oui, mais vous oubliez quelque chose. C'est le progrès technique. » Et le progrès technique, il marche d'autant mieux, et c'est ça qui fait de la peine, en fait, quand vous êtes humaniste, il marche d'autant mieux que vous laissez les gens faire du profit. Pourquoi vous avez un progrès technique qui vient sauver l'humanité à chaque fois qu'on va arriver à court d'une ressource naturelle, qu'on ne devrait pas appeler ressource naturelle parce qu'il n'existe pas de ressources avant qu'elle soit transformée? C'est parce que des gens, voyant que les prix des ressources rares commencent à augmenter, se disent tiens, c'est le moment de faire rentrer une nouvelle technologie, une nouvelle façon d'utiliser une nouvelle ressource qui va venir la remplacer. Et c'est ce remplacement permanent qui, par l'intermédiaire d'une quête de profit de certaines personnes égoïstes qui pensent à leur intérêt, qui vient sauver l'environnement. Donc, ça ne veut pas dire que les prévisions, il ne faut pas les prendre en compte, il faut les prendre en considération, mais il faut s'en méfier. Il n'y a jamais de trajectoire linéaire lorsqu'on pense à des individus, sauf si on a une planification totale et qu'on a décidé de plus agir. On va prendre une dernière question, s'il y en a une. Non? Il faut que je désigne? Si, ah bah voilà. Pas de stress, hein, ce sera la dernière. Je n'aurais pas à désigner. Il n'y aura pas de stress. Vous pouvez garder votre masque, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Je reviens à la France blanche qui a été évoquée. Je voulais juste vous relater une chose, une réplique de tirailleur sénégalais devant le général de Gaulle. Il disait, général, vous savez-vous que je suis français bien avant vous, parce que le Sénégal a été rattaché à la France bien avant la Flandre. Alors, faut-il renier le passé? Raphaël, je n'ai pas parlé de ça, je crois pas du tout avoir parlé de France Blanche, si c'est ça que vous voulez dire. Mais j'ai pas du tout parlé de ça. Non. Personne n'a parlé de France Blanche. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est quelque chose que je voulais ajouter aussi, que justement, le modèle français, ça a toujours été, à cause de son universalisme, de considérer que n'importe qui pouvait adopter la citoyenneté française et la culture et les mœurs et la civilisation française. Ce que tu démontres même, c'est qu'en fait, l'assimilation est un antiracisme. Exactement, et c'est l'inverse qu'on voit. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, ceux qui s'opposent justement à ce processus d'assimilation, d'intégration, ce sont les racistes au XIXe siècle, qui dont certains, comme Gustave Le Bon, par exemple, disent il faut arrêter d'essayer de franciser tout ce qu'il appelle, lui, les races inférieures, etc., parce que c'est contre-productif, il ne faut pas le faire, c'est terrible. Alors qu'en revanche, les républicains, eux, disent bah si, c'est les idéaux de la Révolution française, on va les répandre partout dans le monde, avec un peu naïvement, mais c'est parce qu'ils pensent que n'importe qui, quelle que soit sa couleur et son origine, peut devenir français et être entièrement français. Donc ça, c'est vraiment, d'ailleurs, une spécificité française que n'ont pas des pays anglo-saxons, puisque justement, une grande partie des racines du multiculturalisme actuel vient de théoriciens du début du XXe siècle,
pour qui, par exemple, certains écrivent un Irlandais restera toujours un Irlandais en Amérique. Et donc on ne peut pas sortir de son irlandéité. Et par définition, l'Amérique ne peut être qu'une conjonction donc, de populations qui gardent toute leur origine et dont on ne peut pas les faire sortir. Et ça, c'est une vision que je trouve assez terrible. Et il me semble que la France, justement, dans un monde qui va être amené de toute façon à voir des cultures et des peuples se brasser forcément, la France a vraiment un modèle à faire valoir qui est un modèle humaniste et universaliste que n'ont pas les autres pays anglo-saxons et qui peut mener, je pense, à une amélioration justement de ces relations et à un apaisement des conflits qui pourraient naître de ces situations-là. Bravo. Bravo à tous, merci d'être venus si nombreux cet après-midi. Attendez, je voudrais vous dire quelque chose. C'est que je voudrais que vous reveniez à 18h30, parce qu'à 18h30, nous aurons sur ce plateau David Martineau, l'ambassadeur de France à Kaboul, l'ambassadeur de France en Afghanistan. Alors maintenant, c'est l'ambassadeur de France pour l'Afghanistan, bien évidemment. Nous parlerons de l'avenir de l'Afghanistan, mais David Martineau est celui, vous l'avez sans doute vu cet été, qui a organisé l'évacuation des Français d'Afghanistan vers la France, qui a organisé l'évacuation des Afghans qui avaient travaillé pour la France, qui avaient défendu la France, qui étaient menacés de mort par les talibans. C'est lui qui les a emmenés. Quand je dis lui, c'est lui, presque physiquement, qui les a emmenés à l'aéroport. Vous avez vu ces images. Ça a été le dernier ambassadeur à rester à l'aéroport de Kaboul. Il a dormi dans des containers. Il a risqué sa vie pour donner le meilleur de ce que la France peut donner. Et donc, je vous demande de revenir à 18h30 pour cet entretien avec lui. Et donc, je vous dis à tout à l'heure.